Vous avez certainement remarqué que des passants sont capables de vous adresser la parole sans discernement, alors que doit être parfaitement perceptible sur votre visage le fait que vous êtes enfoncé en des rêveries dont vous ne souhaitez pas qu'on vous extirpe. Ce n'est pas tant que ces rêveries d'ailleurs, et tandis que vous avancez main dans les poches et votre œil ne faisant plus le point que sur vos images intérieures, consiste forcément à modeler et remodeler une pensée si délicieuse qu'il est criminel de vous en extraire. Il peut s'agir, vous en convenez sans peine, d'une pensée anecdotique, pourquoi pas matérielle, pourquoi pas quelque chose de pratique, mais dont il faut bien que vous élaboriez en vous-même le projet, ou aussi bien d'un objet secondaire et dont vous ressassez tranquillement l'idée. Car il est bon, tout simplement, de laisser flotter de telles pensées en son esprit, où l'on se représente sa vie quotidienne comme elle est, brassant quelques considérations modestes qui ont du moins le mérite d'être les vôtres, qui ont trait à votre existence, et dont vous faites gentiment tournoyer en vous les ingrédients familiers, pendant que votre corps se livre naturellement à son activité ambulatoire, que votre foulée d'arpenteurs bat le pavé. Même lorsqu'ils empruntent ces voies discrètes, vos monologues ne détestent rien tant que d'être interrompus. Il est d'autres fois, vous le jurez, où vous vous promenez sans autre pensée que celle que provoque en vous le décor où vous vous mouvez, l'œil traînant au hasard sur les façades, ou les corps des figurants que vous croisez, l'esprit disponible alors est tout à fait prêt à indiquer son chemin à qui vous le demande, et non pas même par altruisme spécial, seulement en vertu du fait que vous acceptez les règles implicites de ce lieu public, collectif, où il n'est pas interdit de se donner un renseignement ou deux quand on le peut. Mais c'est cet égoïsme obstiné du passant égaré qui vous scie, alors même que votre corps, c'était visible, se déplaçait en conduite automatique et que votre imagination se prélassait à 1000 lieues de là. Sa question vous arrache au cocon de votre monologue, vous projette dans la situation réelle avec une vitesse qui ne vous laisse pas le temps de diriger votre atterrissage en douceur, décélérant, puis hop, sortant les roues et roulant un temps avant de répondre non. On vous voit propulsé, hagard et détruit face au passant sans scrupules, lequel exige que vous vous représentiez illico la cartographie des lieux dans votre fort intérieur, au lieu qu'elle brute de cette petite forme souple et familière qui jusque-là y avait toute sa place, afin de lui décrire l'itinéraire le plus performant au terme duquel il arrivera à sa destination. Alors, a fortiori, si ce jour-là, vous êtes en train de dorloter en votre esprit un souvenir doux, à partir duquel, brodant, vous avez bifurqué sur quelque imagination érotique, car c'est bien ce dont notre personnage fait ici les frais. Vous êtes la personne qu'il me faut pour imaginer sans faute le trouble particulier qu'éprouve le malheureux héros de cette histoire. Comme il songeait à une certaine femme, qui lui était source inépuisable d'enchantements visuels, et que, s'exaltant un peu sur son sujet, il inventait des relations entre eux moins platoniques que ne l'étaient les véritables, il était à présent en train de passer sa paume sur le mamelon délicieusement réactif de la jeune femme, une promeneuse, masse noire et qu'il allait naturellement éviter, sans se préoccuper d'en rien savoir de plus, n'allant pas, hélas, interroger tel autre passant qui, juste derrière lui, s'avançait avec des pensées dont il aurait pu plus facilement s'extraire, au contraire de lui, dont le visage, la personne entière devait bien manifester cette concentration extrême où il se trouvait, entreprit tout à trac, sans même prendre le soin de quelques précautions oratoires, de lui jeter à la face un toponyme à sec, pof, sans l'entourer de l'écrin molletonné d'une phrase, sans l'enrober d'une quelconque formule désolée par où elle se serait inquiétée du dérangement qu'elle causait. N'hésitant pas à créer ce séisme en sa pensée, dont la vision plaisante se trouva brusquement brouillée, mise à sac, déchirée par cette incursion étrangère, n'offrant plus alors que l'image dévastée d'un grand terrain ouvert,
fendillé, dans les brèches de quoi roulaient les pierres des bâtiments ruinés, et où mugissaient glissements de terrain, soulèvements de plaques, et quoi d'autre qui met tous en dessus. Quand tout cet éboulement se fut un peu calmé, quand le vacarme de ces effondrements à la chaîne se fut à peu près tu, il aperçut une femme affublée d'un vélocipède dont elle était descendue mais qu'elle tenait toujours par le guidon, un pied de chaque côté de l'engin, en une pose moyennement saillante, que venait terminer un visage hagard où se lisait le sentiment affolé de la perte de repères géographiques. Elle le considérait avec l'air de quelqu'un à qui une réponse est due. Bras ballants, il avait un peu balbutié, il peinait à s'extraire de la scène mamelonnée en quoi sa pensée nageait encore à l'instant. S'ébrouant avant de rassembler tout le savoir dont il disposait au sujet de l'agencement des lieux, des dispositions respectives des rues, de leur tracé, de la manière dont on pouvait y piquer les points cardinaux, s'efforçant de reconstituer mentalement l'itinéraire qu'il s'agirait de lui décrire, aurait-il été envisageable de procéder autrement ? De répondre que là, ma petite dame, voyez, j'étais en train de me figurer les douces métamorphoses d'un téton. Alors votre rue, machin, vous imaginez à quel point je m'en tamponne le coquillard ? De cette description, il s'acquitta du mieux qu'il put, s'accompagnant de gestes qui devaient l'aider à se figurer la chose, traçant dans l'espace avec ses doigts le plan qui lui manquait, reproduisant dans l'air le trajet qu'il lui faudrait accomplir, étape par étape, ajoutant ici ou là un élément descriptif qui lui servirait de point de repère. Vous arrivez à une fontaine de pierre blanche dont la nymphe centrale porte une jarre qui déverse son eau sur le corps des autres en un grand bain fluvial. Un détail chromatique au croisement, vous prenez à droite, rapport au store bleu rayé de blanc sur quoi s'épanouit en lettres rouges déliées la mention primeur. Une information commerciale, c'est seulement lorsque vous avez dépassé le magasin de luminaires, dans la vitrine duquel des halogènes graciles côtoient des lampes rustiques aux panse-degrés bien remplies, que vous traversez le boulevard pour emprunter la petite rue qui lui fait face. Enfin, il exécutait sa tâche d'une manière qu'on peut dire exemplaire, tandis que l'autre répétait certaines phrases afin de les mémoriser, demandant parfois qu'il reprenne un passage. Au rond-point, redites-moi comment je procède. Puis résumait l'ensemble du trajet, avec quelques erreurs glissées ici ou là, et qu'il s'empressait, bon prince, de corriger, ne souhaitant pas tant qu'à faire qu'elle s'égare, à présent qu'elle l'avait de toute façon dérangée, et puisqu'il avait commencé de lui répondre, se faisant patient et pédagogue, expliquant lentement, placidement, sans s'agacer des contresens qu'elle faisait, quelle était la figure de ces paysages urbains qu'elle s'apprêtait à traverser. Et il continuait de les lui peindre à grands traits, ajoutant ici ou là un élément fécond qui lui serait un point d'appui par la suite, lorsque, pédalant seule parmi ces lieux, elle établirait pour elle-même le bilan du trajet accompli, vérifiant ainsi mentalement sa position et continuant, bon pied bon œil, dans l'idée qu'elle ne faisait pas fausse route puisqu'il y avait bien là ce store, ce magasin de luminaires, exactement tel qu'il les lui avait décrits, éprouvant à ce sujet un petit contentement qui tournerait, qui sait, à la reconnaissance. Et comme elle remontait sur sa selle en répétant une dernière donnée géographique à laquelle il acquiesçait, elle enfonça la pédale droite avec une mine décidée, le bas de son pantalon était retenu par une pince noire, tandis que l'autre pédale, naturellement, remontait, relevant le pied gauche qui obéit docilement à cette poussée, avant d'exercer à son tour sa pression, comme cela se fait à vélo, voyez, s'éloignant dans cette alternance cyclique qui assure ses locomotions à hauteur de cavalier, pendant que notre homme reprenait le cours de sa marche, une valeur sûre en somme, inventée au temps de la préhistoire, où, d'un coup de génie,
Était-ce de contempler les autruches qui traversaient de leurs fragiles gambettes le sol plat de la savane, surmonté d'un beau fond de coucher de soleil, où se fichaient dans le contre-jour les silhouettes de quelques arbres noireaux, parmi quoi circulaient leurs découpes gracieuses? On avait essayé la bipédie. Comment renouer le fil brisé de son délicieux monologue, cependant que, sur son chemin, les façades continuaient de défiler, présentant leurs bonnes faces connues, diversement belles mais familières, et devant lesquelles il avait si souvent songé qu'elles étaient devenues comme les grandes pages d'un journal intime où il avait écrit ses pensées, jour après jour, en un palimpseste surchargé, dans la présentation brouillonne duquel, pourtant, il retrouvait parfois une idée. Au déséquilibre qu'avait d'abord introduit la question brutale de qui était venu le chercher en les eaux profondes de son monologue, l'extirpant sans ménagement et l'en ramenant tout tremblant, succéda une sorte de colère rétrospective au sujet de cet événement, dont le dommage se mesurait moins encore au temps perdu, de précieuses minutes qu'il aurait pu consacrer à sa vision exquise, qu'à la difficulté qu'il éprouvait à replonger en cette rêverie qui dorénavant lui résistait. Elle semblait lui fermer ses portes. Partout, il se heurtait à des refus, cherchait l'accès sans succès. Parfois, il barbotait dans quelque flaque stagnante, depuis laquelle il développait la nostalgie des longues brasses coulées qu'il avait tout à l'heure entreprises et qui lui semblaient dorénavant interdites. Était-ce qu'il fallait y mettre de la méthode? Et valait-il mieux alors reprendre exactement là où il s'était arrêté, comme il le tentait, sa paume sur le mamelon, et s'enthousiasmant des frémissements induits par sa caresse? Mais ce n'était plus à présent qu'image morte, arrêtée, dont l'émotion même s'était absentée. Un leurre, vidé de la petite exaltation qui l'animait auparavant. Ou passer directement à la scène suivante, mais la transition alors manquait, la gradation était absente, la montée délicieuse tuée dans l'œuf, et la rêverie ne prenait plus. On pouvait envisager aussi, c'était sa dernière carte, de tout reprendre au début. Le visage, les boutons de nacre tranchantes où la pulpe de ses doigts se blessait tandis qu'il entreprenait de les défaire, un à un, comme en les campagnes militaires d'autrefois où l'on avançait point par point, faisant tomber l'un après l'autre les foyers de résistance. Mais alors qu'il ne savait plus s'il devait s'encombrer de l'hypothèse d'un soutien-gorge, clac, l'ouvrir d'une main sans visibilité dans le dos de ladite, avec un commentaire fiero, quelques questions commençaient de germer dans son esprit au sujet de la cycliste. Des questions qui concernaient par exemple les raisons qu'elle avait de se rendre sur cette place vers laquelle elle faisait route selon ses indications. Si c'était le bâtiment public qui la surplombait dans lequel elle désirait entrer, ou bien si elle connaissait quelqu'un qui habitait sur cette place, et dans quel immeuble alors? Ou bien encore, si c'était seulement son renom, sa belle configuration qui l'avait attirée, comme elle en avait entendu dire grand bien et qu'elle souhaitait vérifier de visu avant de s'asseoir à la terrasse du café, sous la lumière impressionniste, tachetée par le filtre des feuillages des platanes, pour se reposer un peu du doucereux poids des jours. L'image de la cycliste continuait de jouer des coudes. Elle semblait chercher à s'imposer avec la même autorité dont la cycliste avait fait preuve lors de sa brusque irruption sur son parcours, sollicitant immédiatement son attention, lui demandant de venir illico s'intéresser à son petit problème à elle, et de quitter pour ce faire, séance tenante, la première rêverie qui l'occupait, et qui à présent lui paraissait d'une texture si fragile.
si peu sûr, si vite délité dans l'action. C'étaient deux images, celle de cette première femme et celle de la cycliste, qui entraient en concurrence, qui bataillaient l'une contre l'autre, et celle de la cycliste prenait de plus en plus de force, gagnait de plus en plus en netteté. Son visage, par exemple, qu'il y avait quelques minutes encore, il n'avait appréhendé que comme celui de qui vous demande son chemin, ne le considérant que pour s'efforcer d'y lire l'effet que produisaient ses descriptions topographiques, guettant ainsi, dans la composition mobile de ses traits, le degré d'intelligibilité des renseignements qu'il fournissait, sans du tout prendre le temps de se commenter intérieurement leur assemblage, sans se poser la question de leur éventuelle joliesse, non. Il était tout entier à son affaire, et informateur laborieux, il ne s'était attaché qu'à vérifier l'efficacité de ses dires, remplissant scrupuleusement la mission qu'elle lui confiait. Ce visage, disais-je, se mettait à lui apparaître avec distinction, avec une clarté qui surpassait presque celle du ressouvenir de celui de la jeune femme mieux connue de lui, mais qui s'estompait dans la patine des jours intermédiaires, un peu gommé par toutes les images qui étaient venues s'intercaler entre leur dernière rencontre et la composition hésitante de sa remémoration contemporaine. Et les deux géographies, dans son esprit, se mêlaient. Celle de cette place vers laquelle la cycliste se dirigeait, et celle de cette chambre d'hôtel où il avait commencé d'imaginer tout à l'heure sa scène, et dont la fenêtre donnait, pourquoi pas, sur ces mêmes grands arbres, s'exfoliant par plaques, arborant militairement leur tenue de camouflage, et contre le tronc desquels la cycliste, à présent, devait avoir appuyé son vélo. Un voilage, pourtant, annulait le détail de la ville, laissant seulement paraître la masse mouvante du feuillage indistinct. La femme qu'il connaissait de plus longue date avait plaqué son dos sur le couvre-lit, où essaimaient d'immenses dahlias fuchsia, et bouton de nacre après bouton de nacre, il finissait par avoir raison de son corsage bleu, un bleu indigo, tout à fait semblable à celui du corsage de la cycliste. C'était dans ce même corsage, assurément, exposé autrement à l'éclairage pointilliste de la place, que la cycliste devait marcher parmi les arbres aux habits soldatesques, parvenant, qui sait, devant un hôtel dont il n'avait pas remarqué la présence jusque-là. Et leurs cheveux même, sur le couvre-lit fleuri de cette chambre d'hôtel, se confondaient d'un châtain identique et dont les nuances spécifiques se perdaient. Au pied du lit, la lumière latérale inondait le corsage, peignait des crevasses d'ombre marine dans le creux de ses plis, surexposait en retour les crêtes. Et comme il se repassait une petite dernière pour la route, la scène du déboutonnage, il lui parut plus précisément encore, plus violemment, que c'était bien son corsage à elle, la passante parasite, qu'il entreprenait de défaire, bouton par bouton, avec cette même fièvre qui l'avait enivré tout à l'heure. Il dut bien, cette fois encore, d'une seule main et sans visibilité, faire sauter l'agrafe du soutien-gorge, pinçant le tissu entre son pouce et son index, en savourant par avance sa victoire. Et lorsqu'il arriva à la vision du buste nu, le sein qui parut alors, c'était bien celui de la cycliste, différemment galbé, échapeauté par son mamelon, d'abord plat comme une eau tranquille, et sur quoi sa paume commença de faire souffler un vent tiède qui se mit à en rider la surface. Et tandis qu'il en guette,
qu'il en surveille, youpi, les métamorphoses, et comme il n'est pas arrivé encore à sa destination, il poursuit sa rêverie, laissant libre cours à son désir labile, véloce ma foi, tout à fait agile, pour s'élancer d'un objet à l'autre. On peut se réjouir de la belle santé de notre personnage. À moins que vous ne vous laissiez envelopper ici d'un soupçon de nostalgie dont vous démêlez mal la cause, quelque chose d'indéfini qui vous étreint, à l'idée de ce ricochet, un voile d'inexplicable, de poignante et de fugitive tristesse qui vous effleure. Dans le rebond de cette rêverie, n'est-ce pas cette ronde du désir, si vous cherchez à préciser les choses, ce tourbillon qui vous chiffonne? Eux auxquels, alors même que vous considérez que c'est bien l'essence du désir que d'être mobile, vous associez parfois je ne sais quelle amertume, teintant alors votre rapport, y compris jubilatoire au corps d'autrui, d'un pigment de mélancolie dont vous ignorez la raison. Flottant entre des sentiments contraires, comme vous achevez la lecture de cette expérience très fréquente et à laquelle vous pouvez comparer quantité d'exemples personnels, vous reprenez vos activités tout plein d'idées héraclitéennes, sachant bien, oui, que tout passe, que tout s'écoule, autre et même, et que le seul point fixe là-dedans, ballotté par tant de diversité, tantôt s'en emplissant, goulûment, tantôt s'y sentant mis en péril, c'est vous. Rebond. Une des nouvelles sur le sentiment amoureux de Christine Montalbetti.